J'ai été touché en un premier temps parce que c'était mon cousin, parce qu'il parlait de choses que je connaissais, et j'ai trouvé aussi chez lui une qualité d'écriture qui, même s'il n'avait pas été mon cousin, aurait plus que retenu mon attention. Des livres, j'en ai lu des centaines ou des milliers. Eh bien, il se démarque, il a des inventions d'écriture qui viennent peut-être d'une certaine naïveté, ou j'ose dire peut-être d'une certaine, entre guillemets, relative, même une inculture littéraire, mais il sait inventer. Il a une fraîcheur d'écriture, et il y a des trouvailles de style chargé d'émotion. Il a une écriture, une pureté d'écriture que n'ont pas les écrivains professionnels qui ont derrière eux 10, 15, 20 livres, qui savent ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. Il n'est pas gêné de faire ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et très fréquemment, dans les textes qu'il écrit, il y a des trouvailles, il y a des ruptures, il y a des très grandes qualités qui troublent et qui touchent, un peu comme dans une peinture. Je passe mon temps depuis quelques années à regarder des peintures et des sculptures, et lorsque ça fait choc, c'est que quelque chose se passe. Et dans ce qu'il écrit, très souvent, ça fait choc. Le premier texte que je vais dire, c'est justement par rapport à ce grand-père, par rapport à ce qu'il a vécu. J'aurais presque pu écrire certaines choses de ce que mon cousin Germain a écrit. Il me reste des mémoires d'odeur de foin en meule, dans lesquelles nous avions nos cabanes, de crissements de roues en bois cerclés de fer, des chars à foin tirés par des vaches paresseuses et résignées sous leurs joues, de goût de fer dans l'eau du robinet, de la musique du vent dans les forêts de sapins, de l'arôme du Van Nel thé matinal, toujours le même, dans son paquet géométrique de papier d'argent cerclé d'une bandelette imprimée de couleurs, de l'odeur et du murmure du poêle à charbon chauffant le petit salon du soir, de musique classique, concerto pour flûte et harpe de Mozart entre autres, qu'écoutait sereinement mon grand-père dans son fauteuil du soir, du passage du chaud salon au froid glacial de la chambre à coucher, et tous les bruits de la maison qui s'estompaient pour nous ensommeiller, du silence absolu de mes rêves dans la nuit. Mais ce que je préférais par-dessus tout était de me promener la journée entière avec mon grand-père à moi. J'ai eu pendant de longues années beaucoup de mal à suivre ces enjambées de tendres géants. Il avait une passion, la photographie. Son seul luxe, leur seul luxe à tous deux, devrais-je dire. Son unique façon de dépenser précautionneusement le peu d'argent qu'ils avaient gagné. Il était des plus économes de sa pellicule et de leur épargne. Une seule photo par sortie suffisait à son bonheur. Mais ce ne pouvait être que la meilleure. Ma grand-mère nous envoyait hors de ses pieds avec, pour consigne, de ne revenir que bien fatigués et tard le soir. Il n'osait pas la contredire. Et nous partions radieux, les pique-niques sur le dos. Il portait en bandoulière un Zeiss Iconta B réflexe, dans un étui de cuir brun, une cellule photoélectrique, un déclencheur à fil, un trépied et un regard merveilleux sur les choses. Ils avaient dû en faire des calculs et des sacrifices pour pouvoir s'offrir ce trésor. Chaque diapositive 6-6 était un trophée et une ruine. Il y avait d'abord le repérage au cours d'une promenade. Il était rarissime de faire la photo au premier passage. Nous revenions plusieurs jours de suite au même endroit pour attendre l'exception espérée, l'appareil fixé sur son pied, docile et patient. Nous attendions embusqués, chasseurs de lumière, accroupis sur le tapis d'aiguilles de sapin et adossés aux arbres gigantesques qui nous reliaient au ciel. On restait dans le silence total pendant des heures, de peur d'effrayer le paysage. Et puis, clic-clac, ça y était. Il le savait. On rentrait. Je revenais souvent endormi, juché sur ses épaules, bercé par sa marche lente et chaloupée. Ma tête alors reposait sur le sommet de son crâne, et lui marchait avec les précautions d'une porteuse d'eau africaine. Ces moments de silence m'ont tout appris sur nous. Il faisait sa photo avec autant de plaisir que de regret. Je crois que l'attente et la prise de décision du tir au but étaient plus importantes que le résultat photographique en lui-même. S'il ne photographiait pas avec sa caméra, il photographiait des yeux. Les extachromes Kodak se rangeaient dans des boîtes à biscuits métalliques dont il se désintéressait. Ces diapositives 6-6 étaient rarement présentées au regard des autres. Presque par obligation.
Avec le temps, elles ont bleui, et les fougies en rosi, et devinrent illisibles à jamais. Et un jour, il est mort silencieusement, emportant avec lui mon insouciance. Je suis revenu en pèlerinage dans le bâtiment de mon enfance. De longues années plus tard, j'étais adulte, c'était devenu un hôtel. La carte topographique peinte par mon ancêtre trônait encore toujours au fond de l'immense réfectoire devenu salle à manger. Les murs avaient été peints et repeints, en contournant respectueusement l'œuvre d'art de mon grand-père. On parlait encore toujours de mes grands-parents dans le village et du petit garnement toujours fourré chez eux. Un ancien nagiste était attablé dans la grande salle de restaurant. Il y était comme chez lui. Je le reconnus immédiatement malgré le temps qu'il avait usé. Il revenait à l'auberge de sa jeunesse religieusement une fois l'an. Il y était avec ses petits-enfants. J'ai eu du mal à prendre son vieux corps dans mes bras et à partager des souvenirs que je voulais garder miens. Les propriétaires des lieux m'ont proposé de visiter tout le bâtiment à ma guise. Et j'ai découvert des caves et des greniers dont je n'avais même jamais connu l'existence auparavant. Ils m'ont invité à dormir et j'ai pu choisir ma chambre, la mienne. J'y ai fait l'amour avec l'ami qui m'accompagnait et ce fut inconvenant. Je m'y suis endormi, ému, dans mon passé et dans les bras de cette femme pour qui mes larmes n'avaient pas le même goût que pour moi. Mes enfants, un jour vos enfants apprendront aussi à se passer de ma mémoire, et puis de la vôtre, et à en être amputés à vie.